Ça fait 1 an et demi que j'ai mon entreprise. Je suis une ancienne directrice commerciale spécialisée en événementiel, hôtellerie-restauration. Je vais avoir 32 ans. Je viens de Limoges, pour ceux qui connaissent la bourgade. Et après, j'ai travaillé en Angleterre et en Allemagne pendant quelques années avant d'arriver sur Bordeaux il y a 9 ans. Sur mon dernier job, j'organisais les salons du mariage du Sud-Ouest sur Bordeaux, Toulouse et Biarritz. Et mes clients, c'était des artisans, des TPE, des entrepreneurs qui, avant mon salon, me demandaient Marie, quelle offre je dois faire ce week-end ? Je dis je ne sais pas, tu es rentable à partir de quand ? Oh, j'en ai aucune idée. Ok, ça pose problème. Ensuite, après un salon, j'avais quelqu'un d'autre qui me disait je suis contente, j'ai vu beaucoup de monde. Je dis super, donc du coup, tu as pu lister tous les contacts que tu as eus sur ton salon ? Ah non, j'ai rien noté. Bon. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques lacunes sur la stratégie commerciale, surtout pour les petites boîtes, parce que des métiers comme les miens, en tant que consultante, il y en a beaucoup pour les grosses PME, les ETI, les PMI, mais pour les artisans, les entrepreneurs et les TPE, ça n'existe pas trop. Donc je me suis dit que j'allais créer Sens, parce que quand on crée un business au début, c'est parce qu'on a une idée en tête, on a une valeur qu'on veut partager et qu'on veut donner du sens à ce business-là. Donc voilà l'histoire un petit peu de Sens. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, je travaille avec plusieurs artisans de différents domaines, avec des viticulteurs, des joaillières, avec des entrepreneurs qui sont dans le marketing, la communication, des coachs. J'ai vraiment tout type de domaine. Et du coup, je m'éclate à avoir des accompagnements qui sont vraiment valorisants et qui permettent à chaque fois de trouver une méthodologie en fonction du business de chacun. À prendre en compte que, étant une autodidacte, j'ai créé une méthode qui vulgarise vachement le marketing et le commerce. Et donc moi, le but aujourd'hui, c'est de vous parler des enjeux d'une stratégie commerciale, mais aussi de vous donner les différentes étapes d'une bonne stratégie commerciale que vous pourriez vous appliquer vous-même. Et ensuite, je vais vous donner aussi quelques conseils pour pouvoir garder une posture et un ancrage correct quand vous allez créer ou si vous avez déjà créé votre business. Si vous avez des questions tout le long de la présentation, vous n'hésitez pas à lever la main. Il n'y a pas de questions bêtes. Et le but, c'est qu'on puisse échanger et que ça puisse vous faire tous évoluer sur cette chose qui fait tellement peur, qui est le commerce. Donc, quand on commence, quels sont les principes pour vous d'une stratégie commerciale à la base ? Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? À quoi ça sert une stratégie commerciale d'après vous ? Allez-y. À se vendre, ok ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Oui, établir un plan, effectivement. Donc, organiser son business, effectivement. À quoi d'autre ça sert, s'il vous plaît, la stratégie commerciale, d'après vous ? À mettre un cadre, à structurer, effectivement, son business, tu as dit, pardon ? Découper la clientèle ? Développer, effectivement. Développer la clientèle, donc être rentable aussi, entre autres. Avoir des offres cohérentes et adaptées au marché. Je vois beaucoup trop de personnes qui ont beaucoup trop d'offres, hein. Donc, en commerce, souvent, psychologiquement, certains professionnels pourraient vous dire qu'un humain lambda, au bout de 3 à 4 informations en même temps, c'est compliqué. Dites-vous qu'en commerce, c'est pareil. Si vous commencez à avoir 18 offres, c'est compliqué pour votre client, il va s'arrêter aux 3 premières. Donc, on essaye de réduire. Et pour terminer, c'est faire du bénéfice, parce que le but, c'est de se verser un salaire et de faire de la trésorerie derrière. Moi, c'est mon objectif avec toutes les personnes avec qui je travaille. Si vous lancez votre business, même si c'est un loisir, que c'est une passion, que c'est quelque chose qui vous tient vachement à cœur, c'est très bien, mais si vous ne gagnez pas d'argent avec, il faut arrêter. Je vous le dis. Soit il faut arrêter et revoir l'offre, soit il faut changer de business. Le principe de créer une entreprise, c'est de gagner de l'argent, de vivre avec, de se verser un salaire, de s'épanouir professionnellement. Donc ça passe par le fait de se remettre en question et donc du coup de prendre en compte la rentabilité automatiquement. Ok ? Ensuite, je vais vous parler des différentes étapes d'une bonne stratégie commerciale. Donc dans ma méthodologie à moi, Sens. La première étape pour moi, c'est ce qu'on appelle le bilan financier. C'est-à-dire analyser ces chiffres et savoir se dire, pour ceux qui ont une entreprise existante, attention, comment j'ai vendu avant ? Où est-ce que j'ai mis mon énergie ? Quels sont les canaux de distribution qui ont fait que ça m'a rapporté de l'argent ? Donc, on va prendre tout ce qu'on n'aime pas chez certains, c'est un tableau Excel, mais après, vous adaptez vos bilans financiers comme vous le souhaitez. Attention, ça n'a rien à voir avec le bilan comptable, hein. Là, on fait un bilan financier des ventes et des dépenses.
Donc qu'est-ce qu'on a vendu, quand est-ce qu'on l'a vendu et par quel biais. Une fois que vous connaissez vos ventes, la manière dont vous avez vendu et votre chiffre d'affaires, par exemple les canaux de distribution, ça va être votre site web, les réseaux sociaux, salon professionnel si vous avez un stand. Moi, c'est-à-dire que là, dans mon tableau de bilan financier, Sens, j'ai une ligne salon professionnel et sur l'année, combien ça m'a rapporté? Est-ce que j'ai trouvé des clients grâce à ce salon? Ben, c'est pareil pour vous. Toutes les actions que vous allez mener pour votre entreprise, ben, il faut savoir combien ça vous rapporte. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui investissent dans certaines actions, mais derrière, on ne sait même pas si ça vaut quelque chose. Donc c'est important de savoir se le noter et de connaître son business en termes de vente. Et la même chose en termes de dépenses. Qu'est-ce que je dépense? Où est-ce que je mets tous les frais que je pourrais avoir? Donc, une fois qu'on a fait ce bilan financier, à la fin, normalement, vous avez une petite ligne qui est du coup le total des charges et on a déduit ça du chiffre d'affaires. Et là, on a notre marge brute. Et donc, savoir combien il nous reste. Si c'est en moins, c'est mauvais signe, il faut retravailler tout ça. Si c'est en plus, ben, ça veut dire que c'est bien et que vous avez réussi à avoir une offre rentable sur l'année. D'accord ? Ensuite, on va redéfinir les offres commerciales ou définir pour ceux qui démarrent, du coup, ceux qui sont en création d'entreprise. On commence par la deuxième étape, puisqu'il n'y aura pas d'analyse à faire. Et donc, dans la définition de l'offre, on se pose toutes les questions. Qu'est-ce qu'on vend? À qui on le vend? Comment on va le vendre? Et les conditions aussi. C'est-à-dire, est-ce que je vends en ligne? Est-ce que je vends en présentiel? Est-ce qu'il y a un dossier livrable? Parce que j'ai une prestation de service et à la fin, j'envoie un dossier. Est-ce qu'il y a 15 jours de livraison? Est-ce qu'un rendez-vous téléphonique est obligatoire? Quelles sont vos conditions? Il y a trop de personnes qui oublient de les mettre. Même sur un devis, sur toutes les conditions aussi tarifaires que vous pourriez avoir, jusqu'à quelle quel tarif je peux descendre? Quelle offre je me permets de faire? À partir de quand je ne suis plus rentable et donc j'arrête? Quel est mon palier? Ça, c'est dans la définition de l'offre. Et on prend en compte aussi la définition de la cible. À qui je vais vendre? Quelqu'un qui me dit ma cible, c'est tout le monde, j'ai envie de l'étrangler. Ça n'existe pas. Personne n'a tout le monde comme cible. Ce n'est pas faisable. Étrangler, c'est un peu hard, pardon. Non, personne n'a tout le monde comme cible. Une cible, en fait, il faut savoir se dire, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais si je définis une cible, ben, j'ai peur de louper des prospects. Mais non. Avoir une cible, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre aux autres. Par exemple, je vous dis, ma cible, c'est les femmes de 35-45 ans qui habitent en Gironde. Si j'ai une femme de 48 ans dans les Landes qui fait appel à moi, je ne vais pas lui dire non, désolé, vous êtes landaise, je ne peux pas travailler pour vous. Non, c'est vous qui décidez. C'est juste que vous allez mettre votre énergie dans votre stratégie commerciale, votre stratégie de communication, dans la cible que vous avez définie. Mais ça n'empêche pas ceux qui sont en dehors de cette cible de venir acheter votre prestation ou votre produit. D'accord ? Donc c'est important de définir une cible parce que sans cible, on s'éparpille et on a envie de tout faire en même temps. Ok ? Donc on a défini son offre. On a défini sa cible, donc on sait ce qu'on va vendre, à quel prix on va le vendre. Pour ceux qui viennent de créer une entreprise, c'est là où on va créer des objectifs et un prévisionnel. Sur quoi on se base dans ces cas-là? Mais combien vous voulez vous verser par mois? On veut se verser 2 000 euros, 2 500 euros? Bon allez, partons sur 2 500. On se verse 2 500 euros par mois. D'accord, j'ai combien de dépenses et combien de ventes je dois faire pour pouvoir me verser ce salaire-là? En fait, il faut y penser dans ce sens-là. C'est pas l'inverse, c'est pas, ben voilà, j'ai tout ça comme dépense, je peux réussir à produire, si vous faites des bougies par exemple, je peux produire tant de bougies par jour, ça me fait tant à la fin de l'année, mais est-ce que tu peux te servir un salaire? Non. En fait, la question à se poser, c'est, on se passe du salaire, ben, je veux gagner 2 500 euros par mois, mais comment je fais sur la ligne pour arriver à, du coup, minimum 0 et en plus pour faire de la trésorerie en suivant? Si vous n'arrivez pas à arriver à vous verser ce salaire-là, ça veut dire que ce n'est pas viable. Donc il faut revoir l'offre ou que le business n'est pas viable en réalité. D'accord? C'est certains qui me regardent, j'espère que ce n'est pas la douche froide. Hein. Mais vous faites ce business pour gagner de l'argent, donc c'est important de partir de cette base-là et d'en vivre. J'ai vu trop de personnes qui ont fermé leur entreprise parce qu'ils n'ont pas pris ça en compte. Ok? Donc on a redéfini l'offre, on a créé les objectifs et le prévisionnel, je viens d'en parler, et on finit par le plan d'action. Le plan d'action, c'est hyper important. Je vois beaucoup aussi de plans d'action qui sont des plans d'action hyper vastes, avec des actions qui vont, qui sont pas très concrètes, quoi. Ça va être être présent sur les réseaux sociaux. Ah bah super, ok. Donc je commence par quoi? Je fais quoi? Déjà, on va créer un compte sur Instagram, on va créer un compte sur LinkedIn, on choisit les plateformes qu'on veut utiliser, toujours par rapport à la définition de notre offre. Comment on a décidé de distribuer cette offre?
Si c'est les réseaux sociaux, on utilise ça. Si c'est des campagnes Google Ads, bon, du coup, je fais appel à un expert, je le fais moi-même, combien ça me coûte. Ça doit faire partie du plan d'action. Déjà, rechercher comment je vais appliquer cette action, c'est une action en soi. Donc ce plan d'action, il faut qu'il soit détaillé. Moi, je conseille souvent de le faire en mensuel. Quand je le fais avec mes clients, j'ai un plan d'action en janvier, en février, en mars, en avril. Et dans ce plan d'action, j'ai plusieurs catégories. J'ai mes actions en communication, mes actions en commerce, mes actions en admin, de l'administratif si j'en ai. Et donc de là, après, je liste toutes mes actions comme celles que je viens de vous citer. En face, on met une date limite, bien évidemment. Et on peut mettre aussi, si vous êtes plusieurs dans votre entreprise ou si vous faites appel à des experts extérieurs, on peut mettre le nom de la personne qui est en charge de chaque action. Une fois qu'on a mis ça, on a bien sûr une colonne pour savoir à quelle offre cette action va bénéficier. Donc, par exemple, si je décide de faire un after work avec mes prospects, mon but c'est de vendre quelle offre. Dans les offres que j'ai, dans mes 3-4 offres, je vais vendre telle offre. Peut-être que c'est pour tout vendre, ou peut-être c'est pour en vendre une seule. Et bien sûr, on a une colonne sur l'état, donc savoir si c'est fait, si c'est en cours. Et il ne faut pas se mettre la pression sur le plan d'action. En fait, le but, c'est de s'en souvenir. C'est-à-dire que s'il y a eu un mois où vous n'avez pas eu le temps de faire toutes ces actions, c'est pas grave, celles qui n'ont pas été faites, on les reporte au mois d'après, mais au moins elles sont notées quelque part et on a un suivi. D'accord ? C'est ça qui est surtout important. Moi, j'ai plein de clients, des fois, qui me disent « Marie, je suis désolée, le mois dernier, j'ai pas eu le temps de finir toutes les actions. » Ou j'ai vu avec mon collaborateur, on n'a pas eu le temps de terminer. Et je leur dis « Mais c'est pas grave, on va juste le reporter au mois d'après, mais il faut qu'on pense à le faire, parce que pour le bien-être de l'entreprise, c'est hyper important. » Ok ? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça, sur ces étapes-là ? Alors souvent, sur les premières étapes, bilan financier et définition des offres commerciales, là je ne l'ai pas noté, mais il y a bien évidemment l'étude de marché à prendre en compte. Alors une étude de marché, il ne faut pas s'embringuer dans une comparaison avec 10 concurrents, c'est inutile. On va prendre 3 à 5 concurrents maximum qui sont le plus proches de ce qu'on souhaite proposer. Si vous êtes en création d'entreprise, l'étude de marché, elle se fait quand on a défini notre offre ou en parallèle. Parce que tant que vous ne savez pas ce que vous allez vendre, c'est difficile de comparer. OK ? Donc, maintenant que vous avez toutes les étapes d'une stratégie commerciale, j'ai envie de vous donner quand même quelques petits conseils. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Le minimum que tu as besoin pour vivre, mais si, j'ai envie de te dire que c'est la même chose. Pardon ? Ah, faudrait répéter la question. Faut que je répète moi la question ? Ah oui, pardon. Donc la question c'est, en gros, si en fonction des métiers, est-ce qu'on doit s'appliquer le même salaire, c'est ça ? C'est-à-dire que si on est plombier ou si on fait une prestation de service, peut-être qu'on n'a pas on peut pas se verser le même salaire. On n'a pas les mêmes standards. Ok. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, les standards, c'est toi qui te les appliques en fonction de ton rythme de vie, de là où tu vis. Quelqu'un qui habite dans le fin fond des Deux-Sèvres, peut-être ne va pas avoir les mêmes charges au quotidien que quelqu'un qui habite dans le centre-ville de Bordeaux. Donc, pour moi, je considère que c'est pas le métier en soi qui va faire la différence, mais ça va être la manière dont tu vis. Donc, si le plombier, il est ici ou ailleurs, s'il a des charges différentes, c'est aussi ça qui va différer. Peut-être que lui, 1 800 € pour vivre, en sachant qu'il a très peu de charges à côté, ça suffira. Donc, effectivement, je pense que ça n'a rien à voir avec la filière. De la clientèle ? La dame a demandé, du coup, il faut que je répète la question, de savoir si ça dépendait du marché. Si les gens sont capables de payer. Effectivement, moi par exemple, je travaille avec des artisans, mes confrères et mes consoeurs, ils ont des prestations des fois qui s'élèvent à 10 000 €. Un artisan, moi, il ne va pas payer 10 000 € pour un accompagnement complet, c'est impossible. Donc ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte dans l'étude de marché de savoir qu'est-ce que votre client est capable de payer. Parce que des fois, on va se dire, on va augmenter un prix, mais sauf que je vais perdre ma clientèle parce qu'ils ne vont pas être capables de payer en face. Donc ça, c'est des questions à se poser effectivement dans la stratégie commerciale et c'est ce qui fait que votre business est viable ou pas. Effectivement, si en face, il n'est pas faisable que votre client
payent cette prestation, ou que 80% de vos clients payent cette prestation, mais tout de suite, ça devient problématique. Ça veut dire que ce n'est pas forcément viable. Donc, il y a soit l'offre à revoir, c'est-à-dire le temps qu'on y passe, si c'est une prestation de service, la matière première, si vous vendez un produit. Il y a plein d'éléments à prendre en compte dans les chiffres pour voir comment je peux baisser les coûts pour pouvoir le vendre, ou sinon, voir comment changer la prestation. Oui. Oui. Elle a une question sur la com. Donc en fait, je vends des prestations de bien-être et du coup, j'ai fait des mailings à tout va, j'ai rencontré les professionnels de santé, tout autour de chez moi et j'ai eu zéro contact. Et en fait, on a de la pub par des professionnels qui vous disent pour avoir une clientèle, faites appel à moi, ça va être révolutionnaire du jour au lendemain. Et du coup, j'aimerais savoir c'est quoi leur tuyau, quoi, parce que les réseaux sociaux, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait et du coup, j'arrive pas à développer. Vous avez tous entendu la question ? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'experts qui promettent beaucoup de résultats souvent. Ils fonctionnent beaucoup au volume. Alors, il y a des prestations pour lesquelles ça marche, mais pas pour tout le monde. Pour le coup, la prospection téléphonique, etc., moi, c'est pas du tout quelque chose pour lequel je suis pour. Je considère que dans la commercialisation moderne, aujourd'hui, on n'utilise plus cette méthode. Vous-même, vous n'avez pas envie qu'on vous appelle pour vous vendre des panneaux solaires. Ben, c'est pareil, imaginez pour vos clients. Donc moi, je fais jamais de prospection à froid et de rendez-vous téléphonique. À l'inverse, il faut savoir dynamiser son business à votre manière et il faut faire des choses qui vous ressemblent. Je vous donne un exemple. Je travaille avec une artisane joaillière qui est basée au Chartron à Bordeaux. Elle n'est pas très sociable à la base. Ce qu'elle aime, c'est faire ses bijoux. Et donc, c'était difficile pour moi de l'amener dans des événements, lui faire construire un réseau, etc. Donc, on a créé des petits ateliers. Prescripteurs avec des partenaires qui sont venus, qui ont découvert son métier. Ils étaient 5 maximum. On a fait un petit moment VIP avec du champagne, des petits fours, parce que le but, c'était de vendre des ateliers de fabrication de bijoux. Donc, c'était assez précis. Et là, c'était entre autres pour faire des alliances. Donc, du coup, on a voulu inviter des prestataires du milieu du mariage. Et donc, du coup, on les a conviés. Et ça, c'est de la prospection moderne. C'est-à-dire qu'ils sont venus, on a passé un moment avec eux, on leur a créé une expérience client. Et derrière, on les a relancés. Ils parlent de nous, c'est-à-dire que tous ces partenaires qui sont venus, ils font 10 à 20 mariages à l'année. On a fait 5 ateliers comme ça avec à chaque fois 5 partenaires. Imaginez le compte que ça peut faire. Ça, c'est une action commerciale qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui et qu'on aime avoir. Donc c'est à vous à chaque fois de trouver votre façon de fonctionner. À l'inverse, j'ai un cabinet RH avec qui je travaille. Ils ont organisé une conférence avec le DRH de L'Oréal. Ils ont invité leurs clients et chaque client a invité un contact à eux. Et donc ils étaient 70, ils ont été invités, ils ont passé un bon moment. Et donc la convivialité et le fait d'être soi-même et de réussir à créer des expériences clientes différentes, c'est ça qui fera la différence dans votre prospection client. Okay, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas forcément fonctionné, parce que le mailing aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie des fois pour pas grand-chose. Et beaucoup de pollution numérique aussi. Alors, ensuite, quelqu'un d'autre a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu là ? On va pouvoir le refaire. J'avais quelques conseils à vous donner. Donc, inutile de jouer le rôle de la bonne commerciale, soyez vous-même. Alors, je vois qu'il y a quelques messieurs, donc j'étais étonnée. Moi, je parlais à un public féminin 100%. Mais sois toi-même. C'est hyper important. N'essayez pas d'être un bon commercial, de vous dire il faut absolument que je dise ça, il ne faut pas oublier ça. Plus vous serez vous-même, plus ça marchera. D'accord ? Alors, bien évidemment, moi, tous mes clients, ils ont forcément des séances de travail sur le pitch commercial. On est obligé d'y passer. Mais le pitch, en fait, c'est juste de réussir à condenser les bonnes informations au bon moment. Mais en soi, ça ne vous empêche pas d'être vous-même. Soyez souriant, tutoyez les gens si vous voulez les tutoyer, essayez de leur transmettre les infos que vous aimeriez recevoir si c'était l'inverse. D'accord ? Ensuite, il est primordial de se remettre en question régulièrement. Quand on a un business, il est toujours important de savoir si ça correspond à notre clientèle, si ça correspond à nos partenaires, si ça correspond à nos propres attentes. Donc c'est hyper important. Et le bilan financier, qui est la première étape, c'est un suivi qu'on doit avoir tout au long de l'année et c'est important de le garder en tête. Ensuite, on a la régularité et le suivi sont des essentiels d'une gestion entrepreneuriale réussie. On en parlait juste avant, bilan financier et plan d'action aussi. Tous les mois, on doit checker ses chiffres. Tous les mois, on doit checker son plan d'action, de savoir où est-ce qu'on en est dans ce qu'on a prévu de faire. J'ai trop de personnes des fois qui disent « Oui, en début d'année, j'avais prévu de faire ça, puis on est en décembre, puis rien n'a été fait, quoi. » Donc c'est hyper important d'avoir un suivi, c'est vraiment une des bases de nos métiers.
Et la rentabilité doit être au cœur de ton business. Comme je le répète encore une fois, si vous n'êtes pas rentable, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, soit vous rendez votre offre rentable, on augmente sa tarification, on augmente le nombre de ventes, on voit les coûts de production s'il faut qu'on les modifie, le temps qu'on y passe. Des fois, il y a certaines personnes qui travaillent dans la prestation de service qui me disent « Oui, mais moi, j'aime bien faire ça avec mon client, puis je passe du temps à faire ça et je passe du temps à faire ça. » Mais si tu passes 20 heures sur ton projet au lieu de 10 heures, bon, ben, c'est là où ça pose problème aussi. Donc, fixez-vous un taux horaire et dites-vous « Ben voilà, moi, sur un projet comme celui-là, je me permets d'avoir une marge de 2 heures peut-être, mais au-delà de 12 heures, j'arrête. » D'accord ? C'est à vous de vous fixer ces limites-là. Et donc, d'être rentable. D'accord ? Il y a plein de méthodes. Oui ? Ben, en fait, ça dépend de la notoriété que vous pourriez avoir. Ah, il y a un micro qui vous est tendu. Ah oui, il faut redire la question. Combien de temps on peut se dire qu'en moyenne une entreprise a besoin pour se lancer et qu'elle devienne rentable? Il n'y a pas de limite de temps en fait, ça dépend. Quelqu'un qui est sur le marché économique depuis 10 ans, moi ça fait 9 ans que je suis sur Bordeaux, j'ai commencé il y a 1 an et demi. Là en 2024 je suis complète, j'ai quasiment plus de place pour mes clients et j'ai largement atteint mes objectifs et je suis largement rentable. Et j'étais rentable déjà sur ma première année, donc en fait ça va pas être une règle universelle, ça va être en fonction des profils de chacun. Si tu viens d'arriver sur le territoire, que tu es en train de... Pardon, il m'a montré 5 minutes. Ça me perturbe, je dis, oh là là, chronométré. Après, j'ai un stand là-bas pour ceux qui veulent venir me poser des questions. Je suis dispo, j'ai des chocobons aussi. Je pose ça là. Donc, je disais que du coup, il n'y a pas de règle universelle. Souvent, je le dis dans mes ateliers de groupe, ce qui pose souci quand on fixe des objectifs et des prévisionnels, certaines personnes mettent la charrue avant les bœufs et se mettent des gros objectifs sur la première année, mais tu peux te mettre des gros objectifs si ça fait déjà 10 ans que tu fais ce métier-là et que tu commences avec un carnet de clients sur la table. À l'inverse, si tu viens de démarrer, soit que tu sors de ta formation, soit que tu viens d'arriver sur le territoire ou que tu sors d'études, tu ne peux pas te permettre d'atteindre les mêmes objectifs, attendre d'atteindre les mêmes objectifs. Donc moi, je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. C'est pas grave de mettre plus de temps à atteindre ces objectifs ou à être rentable, mais il faut prendre conscience de pourquoi c'est pas le cas dès le début. D'accord ? Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il faut adopter une autre méthode pour pouvoir être rentable le plus rapidement possible. D'accord ? Souvent, sur une première année, on peut avoir aussi des tarifs qui sont adaptés au lancement de la première année. Moi, la première année, j'avais un tarif de lancement aussi, de me dire, ben voilà, pour tous ceux qui veulent un accompagnement sur cette première année, ben, en tout cas, moi, le prix, il est réduit, mais à partir de 2024, ça sera un autre prix. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je disais après ? Ça m'a perdu. Ah oui, et sois curieuse. Hyper important. Parce que y en a beaucoup aussi qui restent cantonnés à ce qui se passe dans vos métiers. Et en fait, c'est hyper important de se rendre compte de ce qui se passe sur le marché économique. Aujourd'hui, il y a plein de... Moi-même, je travaille qu'avec des TPE et des artisans, mais je regarde ce qui se passe chez les PME. Je regarde ce qui se passe dans des filières qui ne sont pas les miennes, parce que c'est en étant curieux que vous allez vous rendre compte de comment ça se passe dans votre environnement et finalement faire des rencontres qui peuvent vous amener du business. Souvent, il y en a beaucoup qui sous-estiment les rencontres qu'on peut faire en se disant « Non, mais de toute façon, cette personne... moi je peux rien lui vendre en direct, etc. » Mais c'est pas grave, c'est des recommandations. Donc ne sous-estimez aucune relation et soyez curieux. Curieuse, excusez-moi. Et après, voilà, le dernier conseil, c'est dynamise ton business à ta manière et donne des rendez-vous à tes prospects. Moi, avec Sens, je fais 4 événements par an, une garden party, 3 after-work, je fais des ateliers aussi régulièrement. Je donne dans des rendez-vous à mes prospects, à mes clients, à mes partenaires. Alors parce que ça me ressemble et que j'aime bien boire l'apéro, donc on fait souvent ça autour d'un apéro, mais à la base, sinon, le but, c'est que les gens viennent faire du business, parce que c'est le sujet de mon entreprise. Mais après, c'est à vous de trouver la manière dont vous allez donner des rendez-vous à vos prospects ou à vos clients, c'est hyper important. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que la prospection, ça sera que ça qui ferait la différence. Non, il faut dynamiser votre boîte et réussir à trouver vraiment des points forts sur votre année, à vous fixer des points forts et vous dire, ben là, des temps forts, pardon, qu'à ce moment-là, ben, j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de communiquer là-dessus, on communique avant, pendant, après, et c'est ce qui fera aussi le mouvement et le dynamisme de votre boîte. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Tout ça, ça prend énormément de temps, elle a dit. À votre métier, ouais.
Ah, la stratégie commerciale, ben ouais. Mais c'est vrai que quand on monte une boîte, on est plus entrepreneur que ce qu'on fait en réalité. Et ouais, non, c'est un vrai truc. Hein. C'est pour ça qu'il y a des experts extérieurs qui existent, comme moi. Salut. Et donc je le fais moi pour mes clients pour le coup. Mais sinon, effectivement, quand on lance une entreprise, souvent sur des grosses boîtes, un gérant, il est gérant, il est manager parce qu'il a que, enfin déjà de s'occuper de tout ça, c'est déjà beaucoup. C'était la dernière question. Il m'a dit ça. Merci beaucoup.